Du coup, merci à vous d'être venus. Bienvenue chez Swanbase. Je vois qu'il y a des personnes qui reviennent également, donc c'est sympa. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'un agent IA peut trouver des clients, c'est-à-dire est-ce qu'il est en capacité de faire du business, qu'il s'agisse de marketing, qu'il s'agisse de sales, commercial. Et c'est du coup une conférence qu'on va co-animer avec Vincent, qui va venir faire un petit peu des démos. Et c'est une introduction. Okay, le but, c'est si vous ne connaissez pas ou peu les agents, si vous en avez entendu un petit peu parler, que vous puissiez découvrir. Nous, on utilise énormément les agents. Chez Swanbase, on en crée pour nos startups aussi. On a une là-bas qui en avait un besoin un peu spécifique l'autre jour et on a rapidement déployé un agent dont il pouvait avoir besoin. Nous, pour savoir, à la base de Swanbase, c'est un profil technique, Vincent, et un profil plus marketing, le mien. On fait des choses ensemble et c'est comme ça qu'on arrive justement à rencontrer les problématiques tech, les problématiques marketing et les résoudre avec des compétences tech, justement. C'est souvent ce qui va manquer lorsqu'on est des associés ou des cofondateurs un petit peu marketing et qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on met les doigts dans le code. Et inversement, lorsqu'on est des profils vraiment techniques et qu'on a envie de découvrir le marketing et de trouver des clients, tout simplement. C'est bien beau d'avoir un produit, c'est mieux d'avoir des sous. Parce qu'un produit qui ne fait pas de sous, c'est un peu dommage. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager un petit peu de notre savoir-faire aujourd'hui. Je pense qu'on fera beaucoup plus de conférences sur ce sujet-là. Et la prochaine portera plus sur l'orchestration. C'est un petit peu plus avancé. Alors, Swanbase, c'est un accélérateur. Du coup, je m'appelle Théo Sidjar. Comme je vous disais, profil plutôt marketing, copywriting, growth depuis bientôt une dizaine d'années. Et Vincent qui travaille depuis 15 ans dans la tech, qui va pouvoir vous faire des démos un petit peu plus précisément sur ce que l'on est en capacité de faire aujourd'hui avec les agents. Et je vous propose d'introduire ça avec une fable que j'ai écrite dans un essai qui est publié sur le Substack qui s'appelle Eurema. Une petite fable pour comprendre qu'est-ce qui se serait passé si, dans la Grèce antique, ChatGPT avait été inventé. Pourquoi une fable ? Très rapidement, parce qu'on va se permettre de prendre un petit peu plus de recul sur notre société aujourd'hui et regarder d'un point de vue historique notre société, ça nous permet quand même un petit peu de mieux se projeter sur quel est l'impact aujourd'hui sur ce qu'on est en train de créer. Alors nous sommes à Lépréon, une cité grecque qui est assez grande pour avoir une agora, assez petite pour quand même quasiment tout le monde se connaisse. Globalement, l'économie repose sur des olives, de la céramique et la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, les contrats sont scellés à voix haute, les procès sont gagnés à l'éloquence et la politique est décidée à la suite de débats. Et je vous présente du coup Diodoros. Diodoros, c'est un homme d'une 50aine d'années et c'est le sophiste vedette avec une très grande mémoire, une voix qui est puissante, un grand réseau à Athènes. Il a 17 disciples qui chacun lui versent 50 drachmes par mois, soit pour chacun 3 mois de salaire d'artisan équivalent. Donc il fait vraiment partie des personnes qui gagnent le mieux sa vie à Lépréon. Il possède le langage et par extension, il possède le pouvoir. Voici notre ami Diodoros à Lépréon en train de prendre la parole. Un jour, descend un jeune berger de la colline et il présente une pierre en panique et il dit « J'ai vu quelque chose d'extraordinaire ». Et les gens ne le croient pas vraiment, mais il pose la pierre et il s'appelle Philon, c'est un jeune berger de 19 ans. Il dit « Vas-y, dis ce que tu m'as dit ». Et la pierre dit « Les récoltes d'olives seront moins bonnes parce qu'il y a eu moins de pluie, un ensoleillement un petit peu trop fort et l'aridité ne va pas aider cette année. Et la récolte de septembre sera certainement mauvaise. » Et là, les gens font tomber l'amphore, deviennent complètement dingues
En fait, Philon, c'est un gamin qui est assez connu, on le prend un peu pour un fou, il est simple en fait, mais surtout il bégaye. Il bégaye quand on lui pose une question, et là tout d'un coup il vient de produire un raisonnement qui est digne d'un philosophe de A à Z, avec tout le système de causalité, et arriver à la conclusion, et sans effort grâce à un caillou. Alors face à ça, Diodorus panique un petit peu. Et globalement, lui et ses amis sophistes, d'abord, disqualifient d'un point de vue technique. Ils disent « mais elle ne pense pas, la pierre, elle répète, elle a entendu des choses et puis simplement elle répond ». Le problème, c'est qu'effectivement, elle s'améliore un petit peu avec le temps et elle raisonne vraiment, c'est-à-dire elle réfléchit à travers la parole et elle a en capacité d'apprendre des choses et d'arriver à des conclusions qui sont uniques, pas simplement des choses répétées. Alors vient ensuite l'attaque un petit peu religieuse, des personnes qui vont dire que c'est un blasphème, que c'est l'œuvre des titans, sauf que le conseil refuse de l'interdire parce qu'il commence un petit peu à l'utiliser en secret sans trop l'avouer. Et puis enfin, il y a le procès en concurrence, donc il y a une attaque juridique comme Philon, ce qui est tenté, mais Philon il a juste apporté un outil, de quoi est-il coupable finalement ? Je vous propose de prendre un tout petit peu de recul. Ce que nous permet d'apporter cette pierre-là, c'est de déplacer une question. La question, ce n'est pas de savoir si la pierre elle est intelligente, ce n'est pas ça qui dérange les gens. Les gens se posent la question de est-ce que cette pierre ne rend pas l'intelligence obsolète si elle fait bien les métiers des personnes qui réfléchissent et qui parlent bien. Un soir, Diodorus fait venir Philon chez lui et lui dit mais ce que tu as créé, ça va détruire la vie de beaucoup de monde. Et Philon n'y est pas d'accord, il dit mais non, ça les libère en fait. Et Diodorus dit mais moi quand je parle, je risque en fait, si je me trompe, je perds ma crédibilité, si je mens, je perds mon honneur, et ta pierre, elle risque rien, elle parle sans conséquence, on ne va pas lui brûler sa maison ou tuer ses enfants parce qu'elle a fait une très mauvaise décision. Elle n'en a pas, les maisons. Ni des enfants, ni des femmes. Pas d'honneur, rien de tout ça. Mais Philon, il dit, ok, mais moi, je trouve que ça libère parce que mon père, ça fait 50 ans qu'il va au marché et 50 ans qu'il se fait avoir à chaque fois. Mais grâce à la pierre, pour la première fois, c'est lui qui a pu fixer le prix. Et moi, je pense que la pierre, elle libère les hommes. En fait, c'est quelque chose, il y a 250 ans qu'on a déjà vécu. Les batteuses mécaniques, les tracteurs, puis le reste, en fait, sont des débats qui n'ont pas eu lieu lors de la Grèce antique, mais qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les jours, dans tous les conseils d'administration, dans les réunions. On a peur de quoi ? Du chômage de masse, de la concentration des richesses. On a peur de la fin d'un savoir-faire. Il faut savoir qu'en 1850, vous aviez à peu près 97% de la population qui était travailleurs agricoles. Donc tout le monde était là pour faire à manger. Okay. Aujourd'hui, en fonction des pays, c'est 1 à 3% de la population qui fait à manger. Ce qui signifie que si vous ne faites pas à manger, je vous mets au défi d'essayer de convaincre vos aïeuls que le métier que vous faites aujourd'hui, marketeur ou je ne sais pas quoi, communicant, il s'agit d'un vrai métier. Vous n'arriveriez pas, à mon avis, à convaincre des personnes de 1850 qu'il s'agit d'un vrai travail. Ils diraient non, c'est un hobby, c'est tranquille, tu n'es pas en train de te casser le dos et à mourir à 50 ans. Effectivement, du coup, on est rempli de métiers complètement inventés. Si ça, c'est pas fascinant. Au printemps suivant, il y a un marchand d'huile qui s'appelle Théagène qui vient voir Diodorus. Il utilise souvent la pierre, lui. Mais le problème, c'est que la pierre lui a filé 4 discours et il ne sait pas exactement lequel choisir. Il doit convaincre le conseil et il frappe du coup à la porte de Diodorus. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé le voir. Il lui dit j'ai un souci, il faut choisir. Alors Diodorus lit les 4, il choisit le deuxième et il lui dit de changer l'ouverture en fait. Parce que ce qu'il sait, c'est qui c'est qui préside le conseil. Il dit mais commence par l'incendie des entrepôts de l'an dernier parce que Démétrios, qui préside la session, en fait il a perdu son fils dans cet incendie. Et du coup, il se mettait à conseiller. Il utilisait même parfois lui-même la pierre comme base de travail. Mais la pierre, elle parlait, mais c'était Diodorus qui assumait. Ce qu'il vendait, en réalité, depuis le début,
ça n'a jamais été seulement l'éloquence. En fait, c'était son jugement, son expérience à lui. Parce que dans la pratique, un agent bien utilisé ressemble à la pierre de Philon, mais l'humain qui l'utilise ressemble à Diodoros. Lorsque vous faites appel à un comptable, lorsque vous créez votre société, il va la créer, soit votre avocat, peu importe, et ensuite à la fin de l'année, votre expert comptable va produire un bilan, il va utiliser un logiciel. Vous pourriez très bien l'utiliser vous-même, le logiciel, mais malgré tout, vous allez passer par le comptable. Pourquoi ? Parce que si c'est le comptable qui utilise l'outil, c'est sa responsabilité à lui. Donc s'il cherche à vous nuire, s'il fait mal quelque chose, vous avez une adresse où vous pouvez foutre le feu à la maison, entre guillemets. C'est une image, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de très ancien. Alors, si vous allez au musée du Louvre, il y a une grande stèle écrite en araméen sur laquelle on retrouve les plus anciennes lois de l'histoire. Et dedans, il y a naturellement écrit des choses qui ressemblent un petit peu à ce dont je vous parle, notamment le fait qu'on avait décidé que suite à des problèmes de maisons qui s'effondrent, on a dit c'est très bien, les bâtisseurs de maisons, si jamais une maison qu'ils ont construite s'effondre, on effondre la leur. Et du coup, ils avaient ce qu'on appelle leur peau en jeu, caractérisé, on peut l'appeler ça skin in the game. Ça a été théorisé par un auteur qui s'appelle Nassim Taleb. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on fait appel à des personnes pour utiliser des outils et qu'on n'utilise pas les outils toujours soi-même. Comme quoi, le monde évolue, les métiers évoluent, la façon dont on utilise évolue, mais de façon un peu plus nuancée que ce qu'on pourrait imaginer. Alors comment est-ce qu'on va construire et déployer des agents précisément? C'est ce qu'on va vous montrer immédiatement, comment devenir Diodoros et utiliser la pierre de Philon de la meilleure des façons possibles. Il faut savoir déjà, avant qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail, les grandes étapes de l'évolution de l'intelligence artificielle au niveau des LLM. Vous utilisez ChatGPT, j'imagine, vous avez déjà utilisé. Vous avez peut-être, connaissez Claude également. Ce sont des choses qui vous parlent. L'usage premier que l'on en a fait, c'est à travers un chat. Et c'est à travers cette forme que ça s'est complètement démocratisé. Et puis, les développeurs malins ont commencé à partager leur code dans le chat et à dire « Est-ce que tu peux m'aider à coder ceci, à coder cela ?» Ils se sont rendus compte que la prédiction de mots des Large Language Models était plutôt bonne à avoir un semblant de raisonnement et de pouvoir résoudre des problèmes et coder directement. Mais de la même façon, si vous aviez un mémoire à rendre en étant étudiant, vous envoyez une partie de travail que vous avez fait, il est capable de compléter. Et ça, c'est super intéressant. Le deuxième usage qui a été fait, c'est lorsque des sociétés comme Cursor se sont développées et qui ont mis à l'intérieur de l'IDE, un IDE, c'est un logiciel qui permet de développer pour les codeurs, où à gauche, vous avez tous les fichiers qui apparaissent avec le code. Au milieu, vous avez la fenêtre de texte avec le code qui apparaît. Et ils ont décidé d'inclure à droite directement ChatGPT ou Claude directement à l'intérieur du logiciel qui permet de coder. Et comme ça, quand vous lui posez des questions, il peut immédiatement accéder à votre logiciel de programmation et avoir en contexte, c'est-à-dire en input, directement le code. Et ça, c'était génial parce que ça permettait facilement d'évoluer. Et désormais, on est allé au-delà de ça. On installe directement un LLM sur son ordinateur, sur sa machine. On lui donne des instructions et grâce au terminal, à la console de commande, il est en capacité de créer des fichiers, les modifier, se connecter à Internet, se connecter à des outils, se connecter peut-être à des SaaS et des logiciels en ligne que vous utilisez vous-même. Du coup, ça a complètement transformé notre façon de faire du marketing en à peu près 9 mois. Avant, quand on faisait du marketing, on passait beaucoup de temps dans le navigateur pour accéder à différents types d'outils, à se connecter à Typeform pour le SaaS, à se connecter à Notion pour des éléments, aller dans le CRM. Et ça, en fait, on le fait de moins en moins, et je vais même aller plus loin, on utilise de moins en moins l'ordinateur. En fait, qui utilise l'ordinateur? C'est l'agent. Et c'est ça qui est assez marrant. Ordinateur, en anglais, ça se dit computer. Computer, à la base, ce n'est pas une machine, c'est un métier. Il y avait des computers. C'était des personnes qui étaient chargées de réaliser des calculs précis pour le compte
de quelqu'un qui a besoin des résultats du calcul. Dans les computers, c'était un métier qui a complètement disparu de personnes qui écrivent et font les calculs, beaucoup de calculs ensemble pour ensuite mettre ensemble les résultats et leur permettre d'exploiter ensuite ces résultats. Et de la même façon, la société s'est tertiarisée, nous sommes tous devenus travailler dans des agences de ceci, agences de cela, nous sommes des agents, mais l'agent est en train de devenir un logiciel. C'est devenu de l'informatique. Et du coup, nous devenons autre chose. Assez étonnant. Alors, comment fonctionne un agent? Un agent, globalement, il repose sur ce qu'on appelle le agent. Il a des compétences, ce sont les skills. Et ensuite, il a besoin d'un moteur d'exécution, il a besoin d'un abonnement, il a besoin d'une machine pour fonctionner et de tout un tas de petites choses pour avancer. Alors, comment est-ce qu'on fait fonctionner un agent? Et c'est avant tout un dossier. Donc, à l'intérieur d'un agent, vous trouverez des fichiers texte qui sont en Markdown. Vous aurez par exemple un agents.md dans lequel vous avez les instructions qui sont principales, mais en texte. Tu es ceci, tu fais cela. Le résultat que tu dois avoir, c'est ceci. Pour travailler sur ce type de projet, tu travailles comme cela. Et à l'intérieur, il a d'autres différents dossiers. Il va avoir par exemple un dossier skills avec à l'intérieur les compétences qu'il va utiliser. Dans un skill, vous allez pouvoir retrouver du texte. Vous allez pouvoir retrouver également des programmes, du Python, une database parfois. Et vous pouvez mettre des exemples de sortie, typiquement, qu'il va falloir avoir. Vous pouvez mettre des templates en HTML, en CSS, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est globalement beaucoup de textes en français ou en anglais qui expliquent à notre agent IA quoi faire. On déclenche l'agent en lui parlant directement et en français, dans le chat. L'agent va lire son agent.md, son readme, il va pouvoir démarrer le travail, il va pouvoir demander des validations au moment que vous avez prévu et le livrable, il atterrit directement dans un dossier. À l'intérieur d'un agent, je vous ai parlé de skills. Les skills, c'est génial, il y en a plein qui sont open source et vous pouvez les télécharger. Un skill, à l'intérieur, c'est une compétence qui va pouvoir être utilisée très régulièrement. Par exemple, pour scraper une fiche produit e-commerce, ça peut être un skill qui permet de scraper, ça peut être un skill qui permet de formater un brief créatif sous format JSON pour pouvoir ensuite le prompter à une génération d'images, une IA qui génère des images. Ça peut être un skill qui permet de générer une infographie comparative en HTML si vous souhaitez faire générer en masse des fiches comparatives. Et toutes ces petites briques assemblées, votre agent devient efficace et de plus en plus équipé pour livrer ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aller sur agentskills.io et du coup c'est une spec qui est ouverte, ça a été porté par Anthropic, donc la maison qui a créé Claude, et vous pouvez en retrouver tout un tas. Ensuite, il vous faut un petit peu la machinerie pour faire tourner tout ça. Il vous faut, pourquoi pas, Claude Code, qui permet d'utiliser les outils de Claude. Il y a un abonnement Claude à partir de 20 € par mois qui monte jusqu'à 200. C'est exactement pareil chez ChatGPT. Vous avez un abonnement qui donne accès au modèle qui s'appelle Codex, qui varie entre 20 et 200 balles par mois. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une machine qui permet de faire ce travail-là. Je ne vous recommande pas de faire tourner un agent sur votre PC, surtout si vous êtes un profil pas forcément technique. Même si vous êtes un profil technique, honnêtement, ils peuvent se faire hacker, ils peuvent faire des bêtises, ils peuvent tout supprimer sur votre PC. Il y a plein d'histoires comme ça. Du coup, c'est quand même intéressant de l'héberger ailleurs. Et dans ce cas-là, d'utiliser un hébergeur. Vous pouvez configurer un VPS si vous êtes un profil technique. Si vous êtes un profil non technique, il y a une super solution qui s'appelle ZoComputer. C'est la solution qui a d'ailleurs inspiré le créateur de OpenClaw. Il était là-dessus, il s'est dit trop bien, je vais faire la même chose en open source. Et ça vous permet, en étant non technique, de connecter votre abonnement Claude Code à distance, de le connecter ensuite sur Discord, Telegram, WhatsApp, par email ou par SMS, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez être dans le train,
envoyer un message à votre agent qui a après accès à son propre PC connecté à Internet dans le cloud avec une superbe connexion. Vous passez dans le tunnel, d'habitude vous ne pouviez pas travailler, mais là votre agent à distance va travailler et quand vous sortez du tunnel, votre site web il est prêt, vos emails sont prêts, le formulaire sur Typeform il est modifié, les images que vous souhaitez upload, elles ont été uploadées et en fait, l'agent va utiliser son propre ordinateur pour faire sa propre life et ça, c'est assez nouveau et assez extraordinaire. Du coup, on a un coup d'œil rapidement. Il vous faut un truc pour tout faire tourner. Il vous faut des agents, ce sont des dossiers en Markdown, un par métier marketing par exemple. Il vous faut des skills qui sont des compétences atomiques qui sont utilisables entre agents. Il vous faut des outils qui vous permettent de vous connecter comme des API, des CLI, des MCP qui vous permettent de vous connecter, pourquoi pas, à n'importe quel outil que vous utilisez. Aujourd'hui, tous les outils sont connectables. Je ne crois pas qu'il y ait un seul outil où il n'y ait pas soit une solution open source en CLI qui permet d'y accéder, soit des MCP, soit des API qui permet d'accéder à l'outil et de faire tout un tas de choses. Alors nous, les outils qu'on branche au quotidien, naturellement Anthropic avec Claude, Zoho, et on utilise FallAI qui permet d'accéder à toute une batterie d'outils de génération d'images. Donc Fall, ça permet d'accéder au générateur d'images de ChatGPT, ça permet d'accéder au générateur d'images de Midjourney, de Nano Banana, de Google. Donc dès qu'on doit générer des images en dehors de nous, au lieu d'ouvrir ChatGPT et de dire il me faut une image de machin et cela, si l'agent lui-même pense qu'il a besoin d'une image et de générer une image, il peut utiliser un skill qui le permet d'accéder directement à FallAI, d'envoyer la requête, de récupérer l'image et de faire sa life avec. Il est autonome. Pour des besoins en termes de marketing, on va utiliser la Search Console pour tout ce qui est le référencement naturel. Donc, c'est la Google Search Console qui est un outil gratuit. On va le connecter sur Google Ads pour analyser des résultats de campagne. On va le connecter sur Meta Ads pour analyser des résultats de campagne. On va le connecter sur Klaviyo pour la gestion des emails, des flows, pour tout ce qui est en CRM, B2B, sur Shopify, etc. Et en e-commerce, du coup, OpsData, on va pouvoir le connecter à Shopify, à Stripe, à Notion, à d'autres outils un peu différents par ailleurs. Par exemple, Firecrawl permet facilement d'aller sur Internet. On sait que les agents sont un peu mauvais à naviguer sur le web. Firecrawl permet de le faire un petit peu mieux. Il existe également Exa pour la recherche qui est excellent. Mais vous pouvez aussi le connecter à Typeform si vous avez besoin de créer des formulaires. Mais en soi, vous pouvez même moins utiliser Typeform aujourd'hui et directement générer le formulaire avec du code et le host sur n'importe quelle solution. Nous, on a cette catégorie avec 27 agents qu'on utilise à peu près au quotidien dans la recherche, la stratégie, la création. Par exemple, un agent qui génère des briefs. Vous allez dire, mais les briefs créatifs, à quoi ils servent? Eh bien, ils permettent ensuite à l'agent Image Generation de générer sur la base de ces briefs créatifs. Et vous allez me dire, mais les briefs créatifs, il les sort d'où? En fait, il les sort directement d'une Consumer Research et d'une competitive Intel qui permet de faire des recherches, d'aller sur Reddit, X, Facebook. Il le fait lui-même tout seul. Il va voir quels sont les problèmes que rencontrent les gens en utilisant une solution alternative comme un concurrent d'une marque que l'on va accompagner. Et dans ce cas-là, ça va nous donner des idées, nous, je dis nous, mais ça va donner des idées à l'agent de Creative Brief qui ensuite va pouvoir utiliser pour générer des publicités qui sont sur la base de ce que disent les gens sur Internet. Et ça, c'est assez exceptionnel. Je vais rapidement vous montrer un exemple de pipeline SEO, création de contenu pour le référencement naturel pour Booklink, qui est une startup créée par une jeune entrepreneuse qui s'appelle Angélique. Et en fait, ce sont des agents qui sont chaînés avec des validations au fur et à mesure qui nous permettent de générer des articles. Okay. Donc en étape 0, on a ce qu'on appelle l'audit de site et de cluster. En fait, ça crée une stratégie de cluster en SEO, c'est-à-dire les grands sujets sur lesquels on peut thématiser des articles sous forme de groupes, de catégories. Ensuite, une fois qu'on choisit un article à générer, on va faire un content plan. Le content plan, il ne va pas le faire comme ça, il va utiliser des outils. Par exemple, il se connecte à un outil qui s'appelle serper.dev. Il a accès à une clé API qui permet de faire ça. Et serper.dev offre 2500 crédits gratuits lorsque vous créez le compte.
Et il permet de faire quoi? Il permet d'aller chercher les 10-20 premiers résultats dans Google selon le pays où vous cherchez, donc par exemple la France, et selon la langue, par exemple en français, et il va pouvoir analyser tous les concurrents assez facilement comme ça, mais qui rankent exactement dans Google. Il va pouvoir ensuite rédiger la structure avec les H1, les H2, les H3, ce sont les titles, les balises importantes qui permettent ensuite de savoir quel est le plan du contenu. Ensuite, on a un writer qui va faire un draft complet, qui va écrire sur la base du plan. Il va injecter la voix de la marque. Il va également utiliser Exa, qui est un outil qui permet, un skill qui permet d'aller sur Internet et d'aller vérifier et chercher beaucoup de contenu. Ensuite, il va générer les images avec Fall.ai, mais également avec du code pour générer tout un tas d'images qui vont servir à la vidéo, à l'article. Ensuite, il va assembler donc avec le front matter, le schema.org, les alt, les méta, et il va faire un article qui est prêt à publier. Et enfin, ensuite, on a un monitor qui surveille la Google Search Console et qui propose une queue de réécriture si jamais il y a un article qui décroche, par exemple, ou s'il y a un problème. Du coup, en lançant l'agent assez rapidement, on a une bibliothèque de livres numériques qui serait un bon cluster. On a les recommandations de lecture IA qui serait un bon cluster. On a match de livres style Tinder. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que c'est un cluster intéressant. BookTok, auteur FR, c'est quelque chose sur lequel il y a du volume et de la difficulté, mais assez accessible quand même si c'est le plus difficile. Et on a cercle de lecture en ligne, par exemple, qui est également quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et ce qui est génial, c'est que contrairement aux SaaS qui sont très prédictibles et quand on demande quelque chose, on a un output et il faut se démerder avec l'output, là, vous avez un agent dans un chat. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez lui dire. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr de ce qui vous a sorti, vous pouvez lui demander de creuser. Il peut vous dire « Ah oui, en fait, c'était une mauvaise idée ». Et c'est ça qui est génial. Vous pouvez utiliser un agent et l'améliorer. Par exemple, s'il fait de façon récurrente une erreur ou quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez lui demander d'être à jour, c'est-à-dire modifier l'agent. Il y a un souci, j'en ai marre que tu sans arrêt répètes ceci ou cela, ou que tu me mettes des volumes qui soient trop petits, et vous allez pouvoir le modifier assez facilement parce que c'est du texte. Et si c'est du code, l'agent pourra être modifié facilement. Et du coup, au final, on a un article prêt à publier avec comment organiser sa bibliothèque de livres numériques, qui est un exemple d'article avec 2840 mots, des images, des infographies, et faire en sorte que tout fonctionne avec le voix de la marque, le ton inspiré de Booklink, chaleureux, précis, légèrement éditorial, avec un texte écrit à la deuxième personne du singulier. Vous avez le plan et ainsi de suite. Donc globalement, qu'est-ce que ça déplace? Ça déplace où vont les ressources financières. À la base, pour faire ça, il vous faut une agence SEO classique pour ce type de prestat qui va commencer à entre 2 et 3 000 euros par mois. Aujourd'hui, avec 50 euros en token, globalement, vous pouvez avoir vos articles illustrés, votre monitoring en continu. Le temps humain, en fait, se déplace vers plutôt des arbitrages, des choix à faire et de l'orchestration et de la prise de décision. Deuxième exemple, générer des visuels publicitaires à la chaîne. Là, on va utiliser le modèle Nano Banana Pro de Google. Aujourd'hui, je vous recommande plutôt d'utiliser, entre-temps, il y a eu le nouveau modèle de GPT qui est sorti, qui est très très bon. Donc, vous pouvez utiliser celui-là. Et là, pareil, on a différentes gates, donc des étapes de validation par l'humain, où d'abord, on va avoir un brief en JSON que l'on va vérifier. On va sélectionner ensuite parmi les 15 briefs ceux qu'on va générer. Ensuite, il va faire un scrapping produit. Ici, c'est pour de la pub pour du e-commerce. Donc, il va aller trouver le produit sur Internet et récupérer les photos et les mettre en référence. Vous savez, quand vous souhaitez modifier des photos ou faire des choses dans ChatGPT, vous pouvez mettre des images de référence et dire rajoute-lui des oreilles de lapin. Ça fonctionne exactement de la même façon. On peut dire je veux tel brief et je veux qu'il y ait tel produit qui apparaisse dedans. Avec des vérifs photos,
au niveau du prompt, du ratio, des références, s'assurer que tout est bon. Ça peut être un preflight qui est codé en Python qui s'assure que tout est bon avant d'être lancé. Et ensuite, la confirmation avec le coût total affiché, la confirmation explicite avant la génération, nous assurer que l'on a tout ce qu'il nous faut. Et là, vous voyez, on a du texte qui est intégré dans les prompts, on a les produits réels en référence, et ça nous permet d'avoir des exemples de créa un petit peu variés. On va pouvoir vous en montrer plein d'autres. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une partie qui est automatisée, une partie qui reste humaine en réalité. Qu'est-ce qui est automatisé? Décliner un visuel, respecter la brand voice, intégrer le texte, utiliser une vraie photo produit, produire vite, en plusieurs langues, ça c'est génial. Mais qu'est-ce qui est resté humain finalement? C'est le choix de l'angle et du concept, malgré le fait qu'il nous propose des choses super intéressantes. Décider de la voix de la marque, valider avant la production, comprendre son audience. En gros, il s'agit de signer ce qui sort. Il s'agit de faire un petit peu notre Diodoros, quoi. De dire, on a confiance parce que c'est moi qui le fais. Donc votre agent, globalement, il est en capacité de produire plein de choses et c'est vous qui restez responsable. C'est pour ça qu'on est en train de voir au niveau de l'usage que les gens ont plutôt tendance à utiliser l'agent plutôt que de laisser trop d'autonomie à l'agent. Si vous laissez l'agent envoyer des emails en votre nom, vous ne savez pas exactement ce qu'il va envoyer et ça peut faire peur. En termes de ce qu'il y a sous le capot, d'un point de vue un petit peu technique, on va avoir le fichier agent.md. Donc, il lit les instructions, il démarre la conversation avec le modèle de langage, il stocke les résultats, vous demande les validations au bon moment. C'est un petit peu son rôle au agent.md. Et comme je vous le disais, c'est vraiment un dossier. Ici, vous avez l'exemple de notre SEO pipeline. Ici, on a l'agent SEO cluster dont je vous avais parlé, Writer, Assembly. Et ils partagent tous des skills, vous voyez, avec SERP Analysis, la Search Console Analysis. Ils ont des assets avec des templates, des logos, des références, avec de la doc technique. Donc, ce sont juste des fichiers avec du texte. Et c'est une sorte de contrat en réalité, l'agent. Un contrat en Markdown qui décrit le rôle, l'input, l'output, les règles. Nous, on a fait des agents portables, donc les livrables ils vont dans un truc qu'on a un petit peu fait sous forme de template, donc ça va sous Project. Ensuite, il y a le nom d'une marque qui va être accompagnée d'une entreprise et sous son propre agent et à l'intérieur. Enfin, le nom de l'agent et après à l'intérieur tout ce sur quoi il va travailler. Donc on ne met jamais dans le dossier de l'agent en lui-même, on met toujours à l'intérieur d'un projet project. Comme ça, c'est à part et on peut facilement maintenir l'agent sans qu'il se retrouve avec plein de fichiers. Donc pour rentrer un tout petit peu dans pour décortiquer un petit peu vraiment en détail l'un de nos plus gros agents qui est l'agent qui permet de faire du contenu SEO, on va avoir du coup un agent cluster qui fait des audits, un agent content plan comme je vous disais qui va vraiment faire une recherche SERP profonde et faire un plan par article, on a le Writer qui transforme le plan en vrai article, on a les images qui sont générées par des screenshots, des logos officiels, on a de la génération d'images. On a les infographies qui poussent un cassis visuel en HTML et en SVG par article. On a l'assembly du coup qui permet de coder et de mettre à l'intérieur du site concrètement les articles. Et ça dépend vraiment de comment est-ce que vous faites votre site. Aujourd'hui, on s'est mis à recoder les sites. On fait des sites en statique, codés de bout en bout. On a fait une espèce de CMS headless avec Astro Front-End qui est accessible d'ailleurs gratuitement. Vous pouvez récupérer sur le GitHub de Vincent. Mais si par exemple vous avez votre site qui est sur WordPress, vous pouvez installer une extension MCP sur votre site WordPress et apprendre à votre agent à intégrer vos articles sur votre site sur WordPress. S'il est sur Webflow, c'est encore plus simple, il y a un MCP par défaut sur Webflow, vous pouvez plugger votre agent sur le MCP et du coup facilement gérer vos articles depuis votre agent sans avoir à ouvrir Webflow. C'est ça qui est assez fou. Donc il y a plein de petits outils externes, vous voyez, il y a GSC OAuth du coup qui nous permet de se connecter à Google Search Console, Serper.dev dont je vous avais parlé pour le SEO, Exa et Firecrawl qui permettent de faire de la recherche sur Internet.
Vous avez Fold.ai qui permet de générer des images. On utilise Slides to PDF qui permet de transformer des slides en PDF pour la communication. On utilise Playwright qui permet d'ouvrir en gros des pages web, ça repose sur Chromium, et de faire des captures d'écran. Donc c'est assez sympa. Et on a des règles également concernant la génération d'images en fonction de quel agent est utilisé. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez une seule et même logique avec des agents, des skills, vous pouvez complètement décliner cette logique d'agent sur tout un tas d'usages. Donc par exemple, Consumer Research qui permet de crawler Reddit, X, Trustpilot, qui vous permet d'aller sur des forums de niche automatiquement et de faire un rapport quantitatif. Par exemple, quels sont les sujets les plus cités, quelles sont les psychographies des utilisateurs, de vous récupérer 15 à 20 citations qui sont complètement sourcées. Ensuite, vous avez le créatif qui vous permet, grâce à Creative Brief et l'image generation, de générer des briefs en JSON, puis d'avoir une exécution visuelle au niveau de la génération qui scrape le vrai produit d'une marque sur Shopify comme image de référence. Et enfin, vous pouvez également designer des carousels. Ça fait longtemps que je ne fais plus moi-même les slides, que ce soit pour LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Sur la base d'URL ou de texte, je peux générer 5 à 15 slides carrés avec du HTML autonome, des exports en PDF, du PNG et avec des styles qui sont enfichables par marque. Donc j'ai un style Swanbase typiquement qui permet de faire ça assez facilement. Pour terminer sur ce sujet-là, avant qu'on passe plus à des démos, les skills ne sont pas propriétaires, donc on peut en écrire soi-même. Vous pouvez vous appuyer sur celles qui sont partagées par la communauté. Il y en a énormément sur Internet, il n'y a pas besoin d'adhérer à un écosystème fermé. C'est juste de la doc en Markdown, c'est du code assez standard. Donc le fait que ce soit standardisé, ça vous permet de facilement demander à votre agent d'aller regarder s'il existe des skills intéressants. Encore une fois, évitez d'installer des skills sur votre machine, préférez le faire directement à distance. The Computer est gratuit par exemple, donc ça vous permet de le faire sur une autre machine que la vôtre et ça évite de se faire hacker tous ses comptes, donc je recommande. Il y avait un petit point de détail pour les novices qu'on peut légèrement clarifier, c'est comment est-ce qu'un agent il peut parler aux outils externes concrètement, comment est-ce qu'il arrive à parler à Meta ou à Typeform ou ce genre d'autres outils ou Webflow. Vous m'avez vu pas mal utiliser les mots API, CLI et MCP. Une API, c'est quelque chose de très classique chez les développeurs que vous retrouvez très régulièrement, c'est le plus répandu. C'est ce qui vous permet, en gros, grâce à une clé et un secret, d'envoyer une requête et d'obtenir un résultat en échange. Donc tout le monde a des clés API. Le problème, c'est que généralement, c'est très gros, surtout pour des très gros outils. Donc si vous dites par exemple à Claude, utilise la clé API et démerde-toi, vous allez rencontrer un petit problème, c'est qu'il va falloir qu'il trouve comment utiliser toute la documentation de l'API. La documentation, parfois, elle dépasse la fenêtre de contexte de votre IA. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez relancer votre agent ou ouvrir un chat, il devra redécouvrir comment utiliser l'API, alors que vous avez un usage très précis à faire. C'est là qu'interviennent les CLI qui sont le meilleur des mondes, je pense, mais qui demandent d'être codés. Ça permet d'avoir des lignes de commande et donc ça permet de scripter des actions directement sur votre machine. Alors le CLI va utiliser une clé API, mais surtout l'agent va pouvoir découvrir lui-même comment est-ce qu'il fonctionne. Vous allez pouvoir limiter l'usage de la clé API de façon à travers des fonctions prédéterminées. Donc c'est génial si vous avez un usage dont vous avez besoin qu'il soit prédictible et facile à utiliser, de coder des lignes de commande déjà prévues, comme ça l'agent pourra l'utiliser directement dans son terminal sans avoir à faire du jonglage avec des spécifications trop complexes. Et le dernier, c'est le MCP. Le MCP, ce sont, pareil, ça repose sur l'API, mais c'est une documentation faite pour les agents et qui est créée par un tiers, généralement par un outil. Par exemple, Webflow a son propre MCP. Donc, il donne accès à toute une liste de choses que peut faire l'agent et il va utiliser le MCP pour le faire. La différence, c'est que le MCP, du coup, c'est pas le vôtre, c'est celui de votre prestataire, c'est celui de l'outil que vous utilisez. Vous pouvez vous amuser à créer des MCP aussi.
Mais globalement, en fonction des types d'usages que vous faites, soit une clé API et directement y accéder, soit structurée à travers un CLI, soit utiliser le MCP. Toutes ces trois choses vont vous permettre de connecter votre agent et lui donner de l'autonomie sur l'utilisation d'outils externes. Voilà. Comme je vous disais, en termes de coût, c'est quelques euros, voire quelques centimes, voire moins d'un centime parfois par run en fonction de ce que vous souhaitez faire, des modèles que vous utilisez. Tout va tourner chez vous si c'est votre machine, et si vous le mettez sur un VPS, ça va tourner sur le VPS dans le cloud. Donc attention à ce que vous faites, attention au type de données qui se trouvent sur votre VPS s'il se fait hacker, et essayez de bien compartimenter exactement comment est-ce que vous faites tout ça. Et globalement, en termes de qualité, c'est comme vous aviez un stagiaire très patient, rapide, infatigable, mais qui est un stagiaire, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien à votre métier, il va faire des bêtises sans arrêt. Si vous lui donnez accès à une clé API pour générer des images, il peut vous claquer 1000 € de génération d'images sans faire exprès parce que vous n'avez pas mis des quotas ou des limites. Donc attention à bien limiter les clés API. Voilà, il peut aller sur internet et se faire hacker tout seul, il peut télécharger un virus. C'est un jeune qui n'a jamais vu la vie parce qu'il n'a jamais vécu dans le réel. Il connaît le monde seulement à travers du texte, ce qui le rend très étrange et faire des choses que vous ne feriez pas. Et puis encore une fois, un petit peu comme Diodoros, il n'a pas souffert, il n'a pas de famille à protéger, il n'a pas une maison avec un loyer, donc il peut dépenser de l'argent. Pour lui, ça n'a pas de sens en dehors de ce qu'il connaît à travers les textes. Donc il n'hérite pas des mêmes attentions et mêmes heuristiques que l'on met en place que celles d'un humain. Donc il est certainement plus intelligent que vous, mais il va certainement faire des erreurs absolument idiotes. Et donc, vous avez besoin de prévoir ça en amont. Et c'est tout pour ça. Vincent, tu prends le relais sur la partie… Ouais, je voulais juste lancer une petite démo en fait en live, chose qu'il ne faut pas faire en général, parce qu'il y a l'effet démo. Mais en gros… Ça, je ne vais pas présenter l'outil aujourd'hui. Vous pouvez venir jeudi si vous voulez en savoir plus sur Paperclip. C'est un outil que j'utilise. Savoir que les agents qu'on a présentés aujourd'hui, ce sont des agents portables. Donc, vous pouvez les utiliser sur Zo, sur votre ordinateur, sur n'importe quelle interface. En gros, c'est une interface d'utilisation. Moi, je préfère Paperclip, donc j'utilise Paperclip. Et on peut l'utiliser, par exemple, pour tenter cette génération d'images spécifiques pour l'utilisation marketing. En gros, là, c'est comme si j'ouvrais un chat. C'est juste une différente interface. Et je peux demander à un agent donc, de créer, on va en faire que 3 pour aller plus vite. Je peux utiliser peut-être… je ne sais pas si c'est activé, non. Donc, je vais le faire à la main. Produit. Je vais aller sur le site d'un e-commerce qui a des produits. Et on va essayer de voir si on peut faire la promotion d'un produit. Je suis devant. Hein. Je vais me mettre plus loin peut-être. Je vais débrancher ici. Je ne sais pas si ça va passer. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Donc je vais aller chercher un produit de confiture, peu importe. Framboise macaron. Il est épuisé, mais c'est pas grave. On va essayer de faire décrire à propos de ça. Donc là, ce que je fais, je récupère le lien pour un agent précis qui récupère le contexte. On a expliqué, en fait, il va récupérer le contexte, il va faire étude de marché, etc. etc. Et donc, je vais lui dire le produit framboise macaron. Il faut savoir que, comme on l'a expliqué avant, on compartimente, en tout cas chez nous, les projets par nom de marque. Là, je suis sur un projet qui existe déjà sur mon ordinateur, donc /confiture parisienne. Et dans ce dossier, il y a déjà un peu de contexte, puisque j'ai déjà lancé des itérations. On peut voir derrière, il y a plusieurs itérations. Et donc, j'ai pu lancer, par exemple, une première génération. Donc, il a déjà le contexte de la marque quand j'ai fait mes précédentes itérations. J'ai débranché. Ah non, c'est juste ça. OK. Donc, je lui mets le lien pour qu'il puisse aller chercher le contexte.
Je lui dis, ben, j'ai lancé, on va voir ce qui se passe. J'ai pas mis plus d'informations que ça, j'ai lancé sans faire exprès. Donc on va voir ce qu'il va faire, parce que là je lui ai donné aucune instruction, vraiment. Je lui ai... Ah non mais il va pas partir, parce que sur Paperclip, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut assigner un agent à une tâche. Donc là on a tous nos agents, on en a 27 comme on l'a dit, même peut-être plus maintenant. J'ai un agent CEO qui lui s'est délégué aux autres agents en fonction du workflow. Ça c'est un truc qu'on verra jeudi. Et du coup, bah, vu que j'ai lancé sans assigner quoi que ce soit, j'ai l'occasion d'aller un peu plus loin. Et je pourrais par exemple écrire pour la fête des mères qui est passée, mais c'est pas grave. 3 créa variés. Et là, comme je vais le donner à mon CEO, je vais lui dire de déléguer. Voilà. Ça, c'est juste pour être sûr qu'il marche, parce que normalement, il marche sans écrire ça, mais pour être sûr qu'il marche là en live, je lui écris. Et donc, j'ai attribué au CEO, vous voyez qu'il vient de prendre la tâche, puisque je l'ai assignée. Donc, lui, il tourne derrière, il regarde quand il y a des tâches assignées à lui. Ce qu'il va faire, son rôle au CEO, c'est juste regarder ce que je lui demande. Et c'est un agent aussi qui est là, donc il a des instructions. Hein, c'est un agent.md, c'est pareil, il a un dossier avec ses skills et ses instructions. Mais sa seule tâche à lui, c'est de comprendre la requête pour pouvoir la donner à d'autres agents. Et nos autres agents, dans le process qu'on a aujourd'hui, que je vous montre là en démo, c'est d'aller générer des images. Pour ça, il a besoin d'aller récupérer le contexte. Donc on a un agent, vraiment c'est comme un ordinateur. Je vais vous montrer Getter Context qui est ici en attendant. Et si je vais dans Instructions, on voit que c'est des dossiers avec des fichiers texte. Donc là, c'est les instructions de Getter Context. Et lui, il va aller récupérer juste avec ses skills qu'il a là, il a plusieurs skills, qui va aller pouvoir récupérer du coup l'image du produit, la description du produit, etc., etc., pour les mettre dans un dossier de l'ordinateur, donc / confiture parisienne, / le nom du produit, / le nom de l'agent, et il va mettre les infos qu'il a récupérées. Après, on a besoin, pour créer de belles créas, on a besoin de faire une recherche de marché. Et donc, on a un agent, pareil, qui est long aussi, et qui permet d'aller chercher sur les forums spécialisés, sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça, des informations par rapport à la concurrence, etc., pour créer un contexte et le mettre également dans le dossier. Une fois qu'on a tous ces éléments, on a notre creative brief qui va pouvoir prendre le relais. Alors déjà, il va nous demander de vérifier s'il a fait bien tout ce qu'il fallait pour la récupération de données. Et on a notre agent Creative Brief qui est là, encore plus grand. Là, c'est vraiment un peu plus grand et il a même beaucoup plus de données que ça, puisque dans des sous-dossiers, on lui donne des exemples de créa, etc. qu'il peut faire. Et donc, il va générer un document en texte qui va être juste des prompts, en fait, que le dernier agent qui intervient dans ce workflow Image Generation va récupérer pour aller générer les images avec les outils qu'on a vus plus tôt, donc fal.ai qu'on utilise pour ça. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire là, en live. Je pourrais vous montrer, s'il est trop lent, un truc qui a déjà été fait en amont, mais vous voyez que ça peut prendre un petit moment. En parallèle, on peut présenter la partie cuisine. La partie cuisine? Oui. C'est-à-dire? C'est quelque part dans tes slides. C'est pas la même présentation. Il y a la partie, oui, moi je peux vous présenter 2-3 trucs en attendant qu'il fasse tout ça. Mais si c'est pas dans cette presse, c'est où? Code. Apprendre le code. Non. Mais déjà, un truc qui aide vraiment avec ce nouveau process, ça c'est ce que je faisais vraiment. Moi, du coup, c'était ma partie dans l'agence qu'on a créée avec Théo. C'était de faire des créas pour les clients, pour la publicité méta. Donc ça, je le faisais très régulièrement. On envoyait un questionnaire au client pour en savoir plus sur son produit.
donc assez long. Il devait remplir toutes les informations, etc. C'est combien de paniers moyens, c'est quoi les clients qui ciblent en général, blablabla. Puis, suite à ce questionnaire, moi j'avais l'information pour aller chercher moi-même sur Reddit, moi-même sur X, moi-même sur les différents réseaux sociaux, forums spécialisés pour comprendre, ou sur Trustpilot pour voir les concurrents, les mauvais avis, voir ce que les concurrents faisaient de moins bien, pour préparer un long document, un slide, qu'on va faire avec la cliente ou le client pendant 2 heures. On s'assoit ensemble et on regarde, on défile les infos que j'ai pu récupérer, on corrige les trucs que j'ai pas forcément bien compris, on remplit un peu les propositions de valeur, ça prend beaucoup de temps. Suite à ça, j'ai enfin toute la matière pour pouvoir rédiger mes publicités. Donc je vais rédiger 5 pubs parce que c'est déjà un peu long de faire 5 publicités. Demander des feedbacks à la cliente ou au client, donc il va me dire voilà, ici je pense qu'il vaudrait mieux faire comme ça, puis on peut faire 3 allers-retours. Et enfin, j'ai la validation et je vais créer les images sur Canva ou Figma où je vais déplacer les textes et machin, trouver les images, demander à la cliente si elle a plus de photos du produit, etc. etc. Ça prend 2 semaines. Si elle n'a pas trop de retours. 2 semaines pour juste 6 créas, voire des fois moins. Aujourd'hui, maintenant, on a un truc qui nous permet de faire beaucoup de tâches à notre place, notamment l'analyse de marché qui était extrêmement chronophage et fastidieuse. Là, on va pouvoir lancer même plusieurs agents d'un coup qui vont aller naviguer sur les sites, etc., récupérer les mauvais avis, récupérer les bons avis, récupérer ce que disent les gens sur la marque et les concurrents sur les réseaux sociaux, tout compiler dans un dossier. Pareil pour le contexte, il va aller chercher le prix du produit, il va aller chercher les images, ça c'est génial. Après, il va demander une validation humaine pour juste, voilà, on signe. Pour continuer, il va continuer en écrivant les briefs créatifs que je faisais à la main avant, avec nos instructions, donc notre savoir-faire qui a été rédigé dans un fichier texte qui, lui, il va pouvoir lire pour pouvoir bien faire ce qu'on faisait avant. Une fois qu'il a fait ses briefs créatifs, il me demande de signer, donc il me demande une validation. Je regarde ses briefs. En général, c'est plus rapide. Je lis parfois juste en diagonale. Je vois s'il y a des choses bizarres. Je dis OK, donc je signe, et il passe à la création des images. Pour éviter, comme on l'a vu avec Théo, qu'il dépense 1 000 € pour rien, comme ça. Et je peux itérer, c'est ça qui est génial, parce qu'au lieu de lui demander de générer juste 6 créas, je peux lui demander d'en générer 50. Et à chaque fois, on peut avoir le Human in the Loop, HITL, qui est du coup quand il nous demande si c'est tout bon et qu'il peut continuer. Et évidemment, ça ne prend pas 2 semaines. Ça prend 30 minutes de faire ça. Ou des fois moins. Ça, c'est ce que j'ai lancé juste avant. Ça, on peut en parler rapidement. Ça nous a permis de faire un truc qu'on ne faisait pas avant. Ça nous a permis de prospecter en ayant déjà fini le travail. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas encore signé avec nous, qu'on peut leur présenter en fait des créas pour leur marque. Ça, chose impensable avant, puisque ça prend énormément de temps. Vous imaginez, je ne vais pas passer 2 semaines pour chaque prospect, c'est-à-dire même pas des clients. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire avec des exemples. On met 3-4 créas, ça nous a coûté même pas 1 €, et on peut présenter à la personne, voilà, j'ai des choses qui veulent peut-être vous intéresser, on a fait des créas, ça peut être super cool, et souvent on a des réponses positives pour les voir, parce qu'ils sont curieux. Donc dès qu'il nous a dit oui, c'est là qu'on lance la pipeline, parce qu'ils sont intéressés, et on l'envoie le lien. Ça, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne dans l'ordinateur. À la fin, c'est juste des fichiers texte, vraiment. Ça, c'est les fichiers références d'images, en fait, qui va récupérer sur le fichier, quand on a le getter context qui est lancé, ce qu'il va faire, c'est juste récupérer les images de la marque, du produit. Donc là, c'est des images des macarons que vend ce client, et le logo. Il fait les briefs créatifs, donc ça ressemble à ça, hein. C'est des JSON, mais c'est du texte en soi.
Et quand c'est tout bon, les images sont générées, on lui envoie un lien Drive avec les images déjà faites. Et voilà ce que ça donne l'agent en résultat quand il est lancé et qu'il a fini. Il n'y a eu aucun graphiste, aucun humain n'a jamais touché à ces créas. On a le texte sur les créas, on a le produit, qu'on l'a vu juste avant, en ref, le logo, qu'il a récupéré aussi sur le site. Tous les textes sont également faits par l'IA. Ça, je peux revenir en arrière, c'est le produit du coup du client. Pareil, il le met en avant d'une autre façon, avec le prix, etc. C'est donc assez dingue. On va voir s'il a bien avancé de l'autre côté. Donc là, il est en bloqué. C'est l'effet démo, comme je pensais. C'est le live. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire récemment pour Booklink, par exemple. Où j'avais lancé la demande de créer 8 images pour Booklink. Et donc il a délégué ça au creative strategist et au graphic designer. Ensuite, c'est l'image generation qui nous a généré toutes ces images en fait suite à ma requête. Et c'est une app, donc il a dû aller chercher sur l'App Store les images, etc., etc. Donc le getter context, il peut s'adapter en fonction du type du produit. Et donc on a vu avec l'exemple SEO, parce que c'était ce produit où on peut découvrir des bouquins avec Tinder. C'est pour ça que dans le cluster SEO, il y avait Tinder-like pour les bouquins. Donc il nous a généré pas mal d'images qui peuvent être utilisées en publicité pour tester des axes publicitaires et voir ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir itérer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une utilisation que j'utilise très régulièrement quand j'ai besoin de faire des créas pour des startups qu'on accompagne, parce qu'ils n'ont pas forcément de sous pour aller chercher un graphiste ou quoi. Maintenant, ça coûte 5 € et on a plein de créas, plein d'axes à tester, des audiences. Et donc, ça ne remplace pas le fait d'avoir un humain qui va vérifier et valider les concepts, mais ça va vraiment être beaucoup plus rapide. Je voulais revenir sur FAL, quand tu en as parlé, Théo. C'est donc pas seulement des images. Il y a aussi, en fait, c'est un agrégateur de modèles génératifs. Et donc, il y a énormément de modèles, même pour générer de la 3D, de l'audio. En fait, suffit de parcourir le site pour avoir des idées d'application des agents. On peut avoir un agent qui génère des sound effects pour nos vidéos, par exemple, en envoyant juste la vidéo. C'est un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. 2 mots pour Perplexity, mais ça c'est juste pour orchestrer les agents, c'est ce que j'utilise, mais on en parlera bien plus en détail jeudi, pour éviter de trop digresser aujourd'hui. Donc voilà un peu comment nous on utilise les agents. Et il y en a 27, il y en a pour le SEO, il y en a pour générer des carousels pour les réseaux sociaux, pour promouvoir des événements par exemple. Beaucoup plus, là, rien que pour les events, on en a 4 nouveaux. Oui, en plus on en crée des nouveaux à chaque fois qu'on a un nouveau besoin opérationnel. Donc récemment on s'est mis à faire des événements et donc on avait besoin par exemple d'avoir un agent qui générait la description, les titres, les images pour les événements, puisqu'on en fait pas mal, des fois une fois par soir même. Et on avait un besoin de poster ça sur Meetup, Eventbrite, Luma, etc. Et donc on a créé une extension et on a demandé à l'agent de faire un bon format pour l'extension où je charge juste les fichiers et il pré-remplit tous les 3 sites d'un coup. Enfin bref. Yeah. On a sorti certains de nos agents en open source, dont certains inspirés des démos que vous avez eues. Si vous allez sur fog-agents.com, c'est ce qu'on appelle le Founder Growth Agent Stack. Il s'agit d'une petite collection d'agents IA et de templates pour les builders et les fondateurs early stage, avec des workflows simples, de façon que vous ayez des résultats un petit peu prédictifs et surtout une toolbelt CLI en commun
qui vous permet d'utiliser pas mal d'outils à la fois. Donc ici, vous retrouverez un nouvel agent qu'on a sorti hier, Project Context. Vous le lancez et ça vous permet à l'agent d'avoir tous les éléments à propos de votre projet. Ensuite, vous avez Market Signal qui va avoir ce que les gens disent sur Reddit X, sur les forums, sur Hacker News, avant de vous mettre à rédiger et travailler sur des points. Vous avez également First Users Hunter qui va chercher auprès de communautés qui pourraient être les premiers utilisateurs de votre solution. Un simple SEO Audit qui se connecte à Google Search Console et qui utilise Firecrawl et Perplexity pour faire auditer votre site web. On a fait un petit landing page analyzer qui analyse votre page web et qui vous dit si elle est bien ou si elle n'est pas bien et des idées pour l'améliorer. Nous avons mis le Static Ads Builder du coup, qui permet de générer des publicités inspirées de ce qu'on vous a montré. On a également mis un Carousel Builder qui permet de faire des slides pour vos réseaux sociaux dans le style de votre boîte avec votre logo et un Cold Outreach Builder qui vous construit une séquence de 4 à 6 emails pour la prospection et envoyer des messages, qu'il s'agisse de messages sur LinkedIn ou par email, peu importe, qui vous permet d'avancer. Pour installer, il suffit de cliquer sur Ask AI to Install, c'est copié. Vous n'avez plus qu'à jeter ça dans votre chat sur votre cloud code. Il saura quoi faire avec directement. Et si vous voulez accéder également juste au template d'un agent, vous avez accès au template sur GitHub. Vous pouvez créer un nouvel agent ici et 100% est accessible sur GitHub du coup. Donc vous avez vraiment tout le code qui est directement là. Si ça charge. Voilà. Donc il n'y a rien qui n'est pas dedans. Ouais, on a une nouvelle version qui date il y a 2 jours. Et ici, vous pourrez retrouver tous les agents directement là. Donc voilà, il suffit de le cloner, comme je vous disais, puisque ce sont des choses qui sont assez bien standardisées. C'est très facile pour votre agent de comprendre exactement ce qui se passe et quoi faire avec. Vous pouvez également complètement vous inspirer des agents qui existent pour créer vos propres agents directement. Donc, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une mini-question. Ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi du coup compétences atomiques? Ça veut dire qu'en gros, c'est plus petit niveau et partagé par tout le monde. Avec des atomes, tu peux faire toutes les molécules que tu veux. C'est un petit peu l'idée du skill, c'est qu'il est atomique. Ça signifie que différents agents peuvent se le partager et l'utiliser. Donc c'est assez conventionnel. Généralement, sur un ordinateur, on a un dossier skills, ce qui est le cas nous sur nos VPS ou sur nos ZOO. On a un dossier skills avec tous les skills à l'intérieur et il y a une interface où tu peux browse des skills et en découvrir à travers un catalogue et en installer. Tu peux facilement demander à ton agent d'en créer ou de se renseigner sur Internet, d'apprendre et d'en créer et ça pourra être exploitable par n'importe quel agent. En gros, pour faire le gros parallèle, imaginez que vous avez une cuisine avec un robot qui rentre. Le robot, c'est le LLM, donc c'est votre IA. Elle arrive, c'est un robot Claude, Anthropique, whatever. Le agent.md, c'est sa fiche de poste avec la recette. Genre, il arrive, t'es chef, voici la carte, voici les recettes, tu fais ça. Ok, ça c'est votre agent.md et ça vous pouvez le modifier complètement. Vous pouvez dire, non, tu ne fais plus des kebabs, tu fais des falafels et puis on part sur la suite. Donc c'est vraiment les recettes et ce qu'il doit faire. Donc selon si vous donnez le titre de poste et les recettes à un chef ou à un autre, il ne va pas forcément faire pareil. Donc le modèle à utiliser, c'est en fonction de vos préférences. Ok, je sais que par exemple, moi j'ai beaucoup du mal avec les modèles d'OpenAI pour tout ce qui est écriture. Voilà. Par contre, excellent pour coder, Codex 5.5 actuellement. Voilà. Le skills, c'est tout ce qu'il y a dans la cuisine. Donc, le skills, ça peut être un couteau, ça peut être du matériel, ça peut être les poêles, les machins, et tout ça, n'importe qui rentre dans la cuisine peut les utiliser en fait. Si vous changez, que vous mettez un autre modèle, ce qui est possible, un agent peut être utilisé par tel modèle et tel modèle, et bien il aura les mêmes skills. Il peut être utilisé par un agent qui va utiliser plein d'autres skills et un deuxième agent qui fait autre chose, qui a d'autres recettes à préparer mais qui utilise les mêmes couteaux, etc. Directement. Donc ça, ce sont les skills. Et la cuisine en elle-même, c'est votre environnement de développement, c'est l'environnement sur lequel se développe votre agent et travaille. Donc c'est votre VPS, votre ZOO, votre serveur, votre ordinateur personnel. Ça dépend vraiment de comment est-ce que vous travaillez.
disais que parfois vous prospectiez justement en utilisant les agents IA parce que ça vous permet de donner un produit intéressant. Est-ce que ça augmente pour l'instant? Est-ce que ça augmente pas le coût d'acquisition client ou il n'y a pas un aspect comme ça? Si tout le monde fait ça, finalement, ça s'équilibre. Est-ce que pour vous, c'est le futur de proposer, d'avoir des clients de cette façon-là, ou est-ce qu'il est possible qu'il y ait une alternative? Une très très bonne question. Effectivement, une technique qui est connue, ça veut dire une technique qui est utilisée par tout le monde. Et effectivement, tu mets le doigt, c'est une question intelligente, tu mets le doigt sur l'un des sujets, quand tout le monde fait quelque chose, personne n'a d'avantage. Et c'est vrai. Donc quand les gens disent « Ah, on va faire ça et il n'y aura plus de boulot », peut-être pas. Parce que si tout le monde fait quelque chose, il y aura d'autres demandes pour d'autres choses. Actuellement, peu de personnes l'utilisent. Les agents pour faire des pubs, les machins, etc. C'est en croissance, mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc c'est en croissance très très vite. Mais aujourd'hui, si vous déployez intelligemment et rapidement, vous allez avoir un gros avantage. Nous, on le voit au quotidien. On rencontre chaque semaine des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs. C'est la catastrophe. On a clairement un edge, un gros avantage. Et le seul fait que vous sachiez utiliser, par exemple, les agents du Founder Growth Agent Stack, rien que ça vous donne un avantage démentiel parce que soit tout le monde s'en fout, tout le monde a la flemme, tout le monde n'a pas compris l'intérêt. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est rentable? Oui, pas parce que c'est plus incroyable ou que ça performe mieux qu'un humain qui le ferait, mais parce que ça coûte moins de temps. Et si ça coûte moins de temps dans du service où toute la main-d'œuvre c'est 100% du coût, naturellement, c'est un avantage aujourd'hui. Est-ce qu'une fois que tout le monde l'utilisera, ce sera un avantage particulier? Pas au niveau du gain de temps. Ce sera comment vous les utilisez et à quel point est-ce que vous êtes bon. Mais il existe toujours dans la vie des moments où il y a des évolutions technologiques qui peuvent vous donner un edge, un avantage et effectivement qui peuvent vous permettre vraiment d'avancer. Au niveau de la prospection et de la prise de contact, on utilise l'intelligence artificielle de façon assez intelligente, par exemple, pour générer les messages. Ensuite, pour la personnalisation, mais on ne laisse pas l'IA prospecter à notre place. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas suffisamment bien et je ne me sens pas, moi, personnellement, à l'aise de laisser une intelligence artificielle envoyer et signer en mon nom. Je pense que ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à faire. Et comme les LLM sont faciles à pervertir, avec un simple input, on pourrait demander à un LLM plugué sur mon compte LinkedIn « Ah ouais, intéressant, c'est quoi la recette de la tarte aux fraises ?» Et le LLM, dans tous les cas, donnerait la recette de la tarte aux fraises. S'il ne le sait pas, s'il ne le fait pas, parce qu'on lui a dit dans l'agent ne donne pas la recette de la tarte aux fraises, il suffit à l'utilisateur d'y aller pas par pas, et il va finir par le faire. D'ailleurs, Robert Cialdini, qui est l'auteur de Influence et Manipulation, a sorti une étude avant-hier, assez intéressante, où il a testé les 7 techniques d'influence sur les LLM sur la base de requêtes qu'ils avaient tendance à dire non. Il observait que tous fonctionnaient et celui qui fonctionnait le mieux, c'était le pied dans la porte. Donc la théorie de l'engagement, le fait de demander d'avoir un petit truc et que le LLM dit oui, alors pour cause du principe de cohérence, ensuite il continue à dire oui, alors que si on lui avait demandé de base la requête, il aurait dit non. Et on obtient des résultats de plus de 60 ou 70% de plus de oui que si on ne le faisait pas. Donc non, je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui d'avoir un agent. S'il a son propre univers et sa propre brand, on va dire l'agent a son propre nom, pourquoi pas, et que c'est assumé, je suis un agent, pourquoi pas, on ne l'a pas encore testé tel quel pour de la prospection, mais aujourd'hui on l'utilise plutôt comme un outil d'aide que vraiment un outil de prospection lui-même. Voilà. Est-ce que vous utilisez 100% du temps le terminal ou est-ce que vous alternez entre le chatbot qui est parfois un peu plus simple, parfois un peu moins fatigant intellectuellement et par autre moment quand vous êtes prêt ou etc. vous utilisez le terminal? On a une autre interface qu'on utilise principalement, c'est Discord. Donc sur Discord, on a plugué nos agents. Ça, c'est ce qu'utilise beaucoup Théo, par exemple. C'est du chat. Sauf que c'est un chat connecté à l'ordinateur avec tous les agents, tous les skills. Et du coup, quand on envoie une requête ici, il sait quoi demander à qui. Et moi, j'utilise des fois Claude Code,
directement pour faire des petits trucs. Ça arrive pour aller plus vite. Ou alors parce que c'est un nouveau projet et j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais j'utilise aussi beaucoup Paperclip pour des projets plus gros de code. C'est devenu parce que c'est tellement... Je l'ai sur mon téléphone en fait. Et du coup, je peux juste ouvrir Paperclip sur mon téléphone, qui est juste ici. Et quand je suis connecté, je peux juste cliquer sur un de mes projets, envoyer une requête. Par exemple, j'ai fait un jeu où on lance sur un écran le site et on scanne un QR code sur le téléphone à plusieurs personnes à côté, dans la même pièce. Et on peut jouer en utilisant le téléphone comme manette. Donc on peut jouer à Tetris, on peut jouer au Snake, etc. avec plusieurs joueurs sur le même écran et chaque joueur a son téléphone et joue. Et ça, je l'ai fait 100% avec Paperclip sans jamais utiliser ChatGPT, sans jamais utiliser Cloud Code, ni quoi que ce soit. C'était vraiment des requêtes en disant ajoute ce jeu. Et il y a des agents en fait qui savent faire quoi, générer les assets graphiques 2D, il y a un agent qui sait tester le jeu, il y a un agent qui sait coder le jeu, etc. Et quand il y a un petit bug, je sors mon téléphone, j'ouvre Paperclip, je dis ah ben là, quand je vais à droite sur Tetris, il y a un bug, tu vois, ça fait comme ça. Et il corrige, pendant que je continue à jouer. Donc j'utilise principalement Paperclip aujourd'hui. Ce que permet de faire Paperclip, c'est beaucoup d'orchestration entre agents. Vous voyez, on avait beaucoup de workflow ou de pipeline qui impliquaient différents agents et du travail l'un à la suite de l'autre. Du coup, il s'agit de créer un chemin et des loops qui se promptent seules les unes après les autres et qui travaillent entre elles justement, qui permet aux agents de collaborer, de passer des étapes, d'être testés, de retourner en production s'il y a besoin de travailler, repartir en dev, etc. Il est en train de le faire en fait, ce qui n'avait pas marché, il l'a fait finalement. Bon, finalement, il a réussi tout seul. Là, il est en train de faire l'étape de recherche de marché. Donc là, il est en train d'utiliser Exa, Firecrawl, donc des outils qui permettent d'aller faire des recherches. Il est en train d'utiliser ces outils pour aller chercher sur les forums, etc. Donc finalement, l'erreur, c'était pas une erreur, c'est juste qu'il peut corriger ses propres erreurs. C'est ça qui est intéressant aussi avec Paperclip. Il a des process qui sont comme ça. Et ce que j'aime bien sur Paperclip, c'est que tu peux voir les logs de ce qui s'est passé et lui dire de les lire et d'améliorer les agents. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais on en a parlé légèrement, mais on peut. Ce que disait Théo, quand un truc se passe mal, tu peux lui dire dans le chat, ça fait ça trop mal en fait, fais le mieux, mais tu peux lui dire aussi, maintenant fais en sorte que ça n'arrive plus jamais, modifie ton propre fichier d'instruction. Moi, systématiquement, je dis, mais pourquoi on a ça? Il me dit, bah, machin, truc bidule. Je dis, mais ne te justifie pas, il faut modifier l'agent. Il fait, ok, et il me modifie l'agent, il me dit, ça peut plus arriver maintenant. Je dis, trop bien. Ouais, donc j'ai des workflows en fait pour certains agents et qui lui dit utilise ce workflow donc dans cet ordre ces agents et où est-ce qu'il y aura des validations. Comme ça, il me crée des subtasks. Et là, quand il aura fini le consumer research, il va mettre la tâche en review pour qu'un humain aille voir ce qui s'est passé. Et quand j'aurai mis OK, il va créer une nouvelle subtâche de la suite tout seul, sans que je lui dise de le faire, parce qu'il sait ce qu'il doit faire quand c'est validé. Ça, ce sont pour les usages à plus longues étapes et avec différents agents, mais globalement pour des tâches pour plus le simples. SEO aussi. Vous pouvez, le SEO, typiquement, vous avez vu, il y avait pas mal d'étapes, parce que le métier d'agence de SEO sur ce sujet-là, c'est assez compliqué en réalité, c'est assez protocolaire. Pour que ça fonctionne bien, il y a des process, et du coup, on n'a pas trop le choix. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de faire ce travail à la main, c'est-à-dire d'ouvrir un premier agent, de bosser avec lui. Une fois que vous êtes content de l'output, vous ouvrez un nouveau chat et vous taguez le deuxième agent et vous avancez avec lui et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le plus simple, on va dire, pour commencer. C'est la org chart des agents. On peut les orienter plus, mais je présenterai plus jeudi si ça vous intéresse Paperclip. Et on peut aussi suivre le coût en token de chaque agent, chaque exécution. Ça, c'est génial aussi. Combien de tokens sont utilisés par tel agent? Les coûts. Là, vous avez 0 coût Non, c'est là. Puisqu'on utilise les abonnements, donc ça coûte 0 en euros, puisque ça coûte les sous de l'abonnement, mais on voit le token. C'est ça le vrai prix, c'est les nombres de tokens.
Oui. Le vrai prix d'un agent, c'est combien de tokens il dépense pour une tâche. Il y a indiqué 0 tout simplement parce qu'on passe pas par l'API. Ouais. On passe par l'abonnement Cloud Code, donc c'est flat. Le coût. Avec Paperclip, on peut passer Oui. par l'abonnement. Ouais. Toujours Parce moyen. que parfois, il y a des... Non, en fait, c'est sur un ordinateur. Et du coup, sur cet ordinateur, j'ai installé Code, j'ai Codex aussi. Et du coup, utilise Cloud Code et utilise tes Codex agents CLI. ici, tu vois, les agents, tu peux dans les instructions, tu peux l'instruire dans la config, tu peux l'instruire d'utiliser Cloud Code ou Codex ou Cursor Cloud, Open Code ou Pi ou whatever, quoi. Tu peux vraiment lui faire utiliser, et tu peux faire ça au niveau de chaque agent. Donc si tu te rends compte que Codex il est meilleur à certaines choses, tu peux utiliser Codex pour un agent et Cloud Code pour un autre agent. Ou Grok si tu veux un truc sans filtre par exemple, pour générer un texte de roast pour que de ta landing page ou j'en sais rien, tu utilises Grok et il va t'insulter. Mais voilà. Parce que par exemple, Open Code, je crois que maintenant ils interdisent Oui. maintenant c'est par token usage Oui. plutôt que par utilisation. Et du coup, Paperclip, c'est intéressant. Si vous dites que c'est pas... Pour le moment, c'est pas bloqué. Ça le sera peut-être, ça dépend étonnamment de la géopolitique. Mais oui. C'est un outil open source, c'est comme OpenClaw. De toute façon, ils trouvent des moyens de passer au travers certaines de ces restrictions. Mais pour le moment, avec Paperclip, tu peux connecter, mais avec Zo aussi, tu peux connecter l'abonnement Cloud et l'abonnement Codex. Donc ça, c'est pas bloqué. Est-ce qu'on peut voir les agents travailler pendant qu'on... Les agents travaillent toujours. Là, on a un dashboard avec les agents qui travaillent, donc on peut voir ce qui se passe. Lui, il a l'air d'avoir avancé puisque c'est le CEO qui a repris le sujet. On voit qu'il vient de finir le getter context, donc il a dû créer un dossier dans l'ordinateur avec, voilà, il nous le dit où. Dans getter context product framboise macaron, il a téléchargé les images, donc dans ref images, les images du produit, etc. Il a mis toutes les infos dans un brand/index machin. Et le second agent qui n'a pas fini, que c'est un peu plus long du coup, ou alors il est sur la fin puisque là on a Consumer Research. Il n'a pas fini encore. Il a l'air d'avoir bientôt fini puisqu'il dit qu'il a assez de données. Bref. Ça, quand il aura fini ça, je vais devoir dire ok, c'est bon, ton recherche est pas mal. Ou alors, si je vois qu'il y a une grosse connerie, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un human in the loop, ça se trouve, je sais pas, il a halluciné et il est parti sur confiture marseillaise. J'en sais rien, je dis des trucs complètement. Il y a peu de chances que ça arrive. Ou alors, il est parti sur les macarons. Il s'est dit, en fait, le concurrent de ça, c'est Pierre Hermé. Ou j'en sais rien, un truc que je veux pas forcément. Je vais lui dire, alors, ok pour ça, mais ça c'est complètement faux, faut que tu le retires du rapport ou que tu ailles plutôt chercher sur ce type de concurrent. Je peux l'orienter aussi. Ça arrive pas mal de fois où je dois aller l'orienter. Et après, il refait un jet du document. Et quand je valide, après, il peut passer à la suite. Tout ça, en fait, le but du jeu, c'est d'éviter de la dépense inutile. T'imagines, tu vas jusqu'au bout, il a dépensé 4 €, ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, il a dépensé 4 € pour créer des images, et au final, c'est n'importe quoi les images, et tu dois refaire le process. Le mieux, c'est d'éviter au maximum ça. Il faut comprendre un truc, c'est qu'il est plutôt lent à faire les choses, ce qui signifie que vous ne pouvez pas juste vous permettre d'avoir un agent, de le lancer travailler, de le regarder travailler. Sinon, vous n'allez pas faire grand-chose en réalité. Vous auriez pu le faire vous-même et puis c'était bien. L'intérêt des agents, c'est également d'être en capacité de pouvoir multitasker. Donc vous pouvez faire 2 choses en parallèle. Vous lancez un agent ou un workflow sur un sujet. Vous pouvez discuter dans un chat à propos d'autre chose. Donc c'est toujours intéressant de construire vos workflows et vos tâches de façon à ce que vous puissiez le décomposer en 2 tâches, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ça dépend à quel point vous êtes en capacité de multitasker et de travailler en parallèle justement, exactement comme les codeurs finalement utilisent l'IA aujourd'hui. Tu utilises une pour corriger des machins, ou tu bosses sur une feature, une deuxième en parallèle qui ne se croisent pas trop. C'est sur 2 branches et comme ça il n'y a pas de conflit et ensuite ça merge
une fois que tout est terminé. De la même façon, sur le marketing, c'est toujours intéressant de pouvoir multitasker, qu'il s'agisse de deux sujets. Vous pouvez travailler sur la partie créa et com d'un côté, travailler sur la partie SEO et articles de l'autre, par exemple. Même au niveau des agents. Par exemple, le Gator Context n'a pas besoin du Consumer Research, donc ils peuvent être lancés en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y avait deux agents en même temps qui allaient faire leurs choses, puisqu'ils n'ont pas besoin du résultat de l'autre pour travailler. Par contre, pour la suite, il y en a besoin, donc ils ne se sont pas lancés. Et en tant que développeur, vous êtes développeur aussi, est-ce que si par exemple vous n'étiez pas dans le cadre de l'entreprise de marketing, est-ce que tu utiliserais quand même Paperclip alors que tu peux utiliser par exemple un IDE quelconque, VS Code avec branche à Cloud Code ou Open Code? On a utilisé Cursor connecté en SSH au VPS avec Cloud Code sur la droite pour envoyer des agents et des skills. Je crois que l'IDE disparaît petit à petit. Je me retrouve à utiliser de plus en plus les outils que nous proposent les gros. Par exemple, l'app desktop de Claude ou alors Codex, les deux. Maintenant, je code quand j'ai besoin de coder un truc, je code en texte. Là, par exemple, j'ai testé, je me suis dit, est-ce que c'est pas plus facile de créer un Shopify en headless plutôt que d'aller sur Shopify, créer un thème avec du liquid, alors que je peux le faire en chattant, comme on le fait maintenant avec notre CMS. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'interface Shopify pour le thème et faire une jolie boutique personnalisée, sachant que tu as des thèmes qui coûtent 400 balles et c'est pas forcément tout le temps ce que tu veux et que tu es obligé de passer par un dev quand tu veux développer une nouvelle fonctionnalité. Alors que maintenant, tu peux chatter avec ton agent qui peut t'ajouter du upsell dans ton panier. Si c'est du code, c'est facile. Si c'est avec Liquid, tu vas devoir utiliser la structure de Shopify, etc. Donc, ça, je l'ai utilisé sur l'application desktop. Et ce qui est incroyable, c'est que il n'y a pas de code. Tu vois jamais le code, sauf si tu cliques sur Files. Et ici, tu peux voir un peu ce qui se passe, tu vois. Je l'ouvre jamais presque. Ce que j'ouvre principalement, c'est Preview, où il lance le serveur. Et même, il prend les propres screenshots pour aller checker. Ça, c'est connecté au Shopify. Il prend les screenshots et il va regarder si c'est bien fait. Et moi, je lui dis, ajoute-moi, par exemple, là, je veux ajouter des propositions de nouveaux produits. Et il va le faire. Je ne vois quasiment plus de lignes de code. Très intéressant. Et je parlais plus en tant que développeur, faire du coup les créatives, le SEO, avoir une activité. Est-ce que ça se présente bien? Parce que j'ai vu une personne qui utilisait des IDE pour pouvoir, par exemple, faire du graphisme, des slides. C'est ce qu'on faisait au début. C'est ce qu'on faisait au début, oui, pourquoi pas. C'est ce qu'on faisait avec des modèles comme Sonnet, etc. Mais en fait, dès que tu es sur Opus ou du 5.5, honnêtement, il est tellement bon. Multitask, tu n'en as pas besoin, tu veux juste voir l'output et dire mais le texte il n'est pas assez gros, par exemple. C'est du pur langage naturel. Hein. Je n'utilise quasiment plus jamais les IDE. On utilisait les IDE. D'un point de vue du métier, pour compléter, je pense que ça dépend des développeurs. Je pense qu'il y a, en fonction de ce que tu fais, tu fais du front par exemple, du SaaS ou de l'app, etc. Tu t'en fous de l'IDE. Si tu es sur l'optimisation, sur le back-end, il faut que tu lises le code, je pense. Tu as besoin d'apprendre des choses, tu as besoin de regarder parce que tu as un savoir-faire sur lequel on est un petit peu à la frontière du savoir-faire du LLM en fait. Et tu as besoin… Le LLM est plus ton assistant dans ces situations-là. Je pense que quand tu es marketeur et que tu fais des choses qui sont plus basées sur l'output, je pense que tu en as vraiment beaucoup moins besoin. Je ne pense pas que c'est la fin de l'IDE, c'est la fin de regarder le code. Pas pour tout de suite immédiatement, mais on est dans cette phase de transition. On passe, comme à l'époque, entre les cartes perforées et le binaire, entre le binaire et l'hexadécimal, entre l'hexadécimal et le C, quand on passe du C au C++, et puis ensuite le Java, et puis ensuite sur les langages qui sont plus web avec JavaScript et tout le tralala. Il y a
cette phase de transition où il y a encore des choses où on a besoin de lire de code et de se dire c'est pas possible qu'il ait codé un truc pareil, et des phases où il n'y en a plus besoin parce que ça n'est pas utile en fait, tout simplement. Aujourd'hui, tu vérifies pas ton binaire ou ton hexadécimal, mais il y a certains métiers où oui, tu en as besoin encore de vérifier tout ça. Très peu. Très peu. Mais il faut le temps que la transition se fasse. De moins en moins. Un petit moment. Voilà, mais de moins en moins. Et puis même pour que tu disais le back-end, si tu as des tests solides, bien sûr. Tu fais confiance, c'est trustless en fait. Si tes tests passent, alors il a bien codé. Tes tests. Moi, je lis pas les tests. Tu crois que ton truc marche? Il fait semblant. Tu sais. Il invente, mais oui, ça pourrait arriver. Mais des fois, j'utilise l'IDE pour certains projets, mais j'ai l'IDE avec Claude sur le côté. Tu vois, j'ai toujours un curseur. Jamais. Pour le marketing, plus du tout. Jamais, ouais. Plus du tout, ouais. Le pay-per-click, vous avez fait des agents, etc. J'imagine que la création des agents, ça vous prend quand même énormément de temps. Ouais. Ça prend un peu de temps. C'est ça qu'on fait en fait. Mais c'est réutilisable, c'est comme quand tu codes. Ouais. Créer un logiciel, c'est long. C'est une nouvelle couche et c'est marrant parce que c'est vraiment la couche qui utilise les logiciels. C'est très marrant. On a passé beaucoup de temps, on a passé 30 ans à faire du logiciel pour Internet, en gros, en termes d'économie, dans la tech. Et aujourd'hui, on fait des agents qui utilisent les logiciels. C'est très rigolo. On est passé de construire quelque chose à construire quelque chose qui utilise quelque chose. Comme si 100 000 ans après avoir inventé la lame, on était en train de factorer des arcs avec des flèches, quoi. C'est un truc qui utilise le truc. Assez dingue. Et le métier s'est déplacé là-dessus. Pour nous, en tant que marketeur. Je dois passer, ces 6 derniers mois, j'ai dû passer un tiers de mon temps derrière le PC à créer des agents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est l'expertise que vous proposez aux entreprises, que vous prospectez. C'est plutôt la création des agents ou c'est la formation à la création des agents ou qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, l'agence, on s'en occupe pas, c'est notre ancien métier, mais on est toujours actionnaire. C'est une agence qui s'appelle Panja, qui a d'autres actionnaires également, sur lesquels on a des associés. C'est pas du tout une prestation que l'on propose, c'est pas à la vente. On fait un événement, je crois que c'est le 18 juin, le 19 juin, qui s'appelle Build With Us, qui est un événement de coworking de 9h à 21h sur les agents IA et le marketing, qui est un événement payant, où c'est un coworking où vous pouvez rejoindre les startups qui font partie de Swanbase le temps d'une journée, en fait, tout simplement, et travailler avec nous tous, avec des office hours en illimité avec nous, sur place, ici. Mais sinon, on ne vend pas de prestat autour de la création d'agents aujourd'hui. Ce n'est pas un créneau sur lequel on est positionné. Par contre, on les utilise énormément pour aider nos startups et on leur donne à disposition également tout ce que l'on construit. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voulez boire un coup, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on continue à échanger, bien sûr.